Yorana. Alors moi c'est Benjamin, la délégation du Québec. Waouh, quelle semaine. Je sais pas pour vous là, mais moi j'ai appris tellement de choses. Ça m'avait tellement fait plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. Je vais en garder des souvenirs incroyables. Et ça fait plaisir d'être de retour ici. L'énergie, c'est quelque chose quand même, hein? Il y a une vibe, il y a quelque chose. Votre motivation à vouloir améliorer les choses, ça c'est essentiel, hein? Il faut la garder ça. Moi, je suis ici un petit peu par un concours de circonstances. J'ai rencontré Coralie euh, sur le bateau de Plastique Odyssée qui est venu l'an passé. Donc, c'est un atelier de recyclage mobile, un atelier de formation pour essayer de transformer les déchets plastiques orphelins. Et au fil des échanges avec Coralie, ben, on s'est dit que ça pourrait être cool de présenter la gestion des biodéchets au Québec pour lancer des pistes de solutions, lancer des idées, lancer des débats. Donc, j'espère que ça va donner quelque chose. On va voir. On va planter des petites graines, puis on verra après si ça pousse. Donc, au niveau du plan de présentation, je vais me présenter un peu plus en détail les travaux sur lesquels j'ai été impliqué. Ensuite, je vais enchaîner avec le contexte québécois, les objectifs et portraits des résultats. En fait, les objectifs du gouvernement de la province du Québec en termes de gestion des matières organiques résiduelles et les résultats qui sont compilés, qui sont disponibles. Ensuite, les différents dispositifs les plus pertinents au niveau réglementaire qui ont permis d'atteindre les résultats que je vais vous présenter. Ensuite, je vais enchaîner avec la valorisation des extrants parce que c'est important, même essentiel pour boucler la boucle, comme on l'a vu, pour ensuite la conclusion. Donc moi, j'ai surtout travaillé pour l'Université Laval. Dans la ville de Québec, on a réalisé des mandats pour le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries du Québec. On a surtout travaillé au niveau des enjeux entre les filières biométhanisation et la filière biométhanisation et la filière agricole. On a aussi travaillé sur des plans d'intervention pour gérer beaucoup de carcasses en cas d'arrivée de la peste porcine africaine au Québec. C'est pas encore le cas, mais donc on a évalué la biométhanisation, on a évalué les insectes comme voie de valorisation de ces carcasses-là en cas de crise sanitaire. Et là, dernièrement, on a obtenu une subvention pour travailler sur la digestion aérobie accélérée, style éco-digesteur, donc en amont de la bioconversion par les insectes, donc comme façon de conditionner ces carcasses-là en amont de la bioconversion. J'ai aussi réalisé quelques mandats pour Technival au niveau des insectes et au niveau d'un projet de chaudière à biomasse pour la production de bioénergie. Alors, contexte géographique. Donc, le Québec est situé à l'est du pays. On a deux paliers gouvernementaux, provincial et fédéral. La gestion des matières organiques, c'est au niveau provincial. La surface du territoire, c'est environ 3 fois la surface de la France métropolitaine. Donc, on a des enjeux liés aux grandes distances aussi. Il y a environ 8,6 millions d'habitants. Donc, petite parenthèse, je ne sais pas si vous suivez l'actualité en ce moment, mais je pense parler pour la majorité en disant qu'on souhaite protéger notre pays, notre territoire, on souhaite protéger nos valeurs, que ce soit au niveau de la protection de la nature, au niveau de la scolarité accessible et du moins presque gratuite pour tous, des soins hospitaliers pour tous, et donc aussi on veut protéger la démocratie. Donc, sur l'écran ici, on voit l'acteur McMyer, qui est canadien, qui appelle les Canadiens à se rassembler pour protéger nos valeurs et protéger le maintien de la paix aussi, c'est important. Je reviens au contexte des gestions des matières résiduelles. Donc, le Québec est divisé en 17 régions administratives qui sont subdivisées en municipalités régionales de comté. Pourquoi c'est important? C'est que, dans le fond, c'est les municipalités régionales de comté qui sont responsables d'établir des plans de gestion des matières résiduelles, qui incluent les matières organiques. Je vais en parler un petit peu plus loin là, du plan de gestion des matières résiduelles, qu'est-ce que ça contient.
Déjà, je vais commencer par les objectifs que la province s'est ciblée. J'aurais aimé ça faire un historique qui allait plus loin dans le temps, mais faute de temps, j'ai été au dernier objectif de 2020 pour 2025, donc ça permet de faire un comparatif de l'évolution des choses. Donc, pour 2020, l'objectif pour 2025 était d'offrir la collecte de la matière organique à tous les citoyens du Québec d'ici 2025. En ce moment, il y a environ 68% des citoyens qui ont accès à un service de collecte. Vous pouvez voir sur la carte ici, dans le fond, c'est les différentes municipalités qui ont un service de collecte soit par bac brun ou soit par un système de sac coloré qui est ensuite trié par des machines de tri optique. Voilà. Après, un autre objectif, c'était de gérer la matière organique dans 100% des industries, commerces et institutions d'ici 2025. Malheureusement, les derniers résultats compilés datent de 2021 et on était à 8%. Par contre, dans le secteur agroalimentaire, on était à 98% du gisement. Sinon, un autre objectif, c'était de valoriser 70% de la matière organique totale en 2030. Et en 2021, on était à 56%, soit environ 2,6 millions de tonnes humides recyclées par compostage, biomètre ou épandage au sol. Et là-dedans, j'ai oublié d'inclure la biotransformation par les insectes, parce que maintenant, on a des usines assez conséquentes qui permettent de valoriser ces déchets-là, cette ressource-là. Donc, tout à l'heure, je parlais de plans de gestion des matières résiduelles qui sont donc gérés par les municipalités régionales de comté. Donc, en fait, fin des années 90, ils ont changé la loi sur l'environnement pour justement régionaliser la gestion des matières résiduelles. Et donc, chaque MRC, je vais les appeler les municipalités régionales de comté, doivent actualiser ce plan-là à tous les 7 ans. Et donc, si vous allez en ligne, vous avez chaque plan pour chaque MRC donc, est disponible et vous pouvez voir l'information à l'intérieur. Et en fait, ce que ça a pour effet aussi, c'est qu'en publiant ces données-là publiquement, quand tu cries haut et fort quelque chose, tu n'as pas le choix de le faire. Donc aussi, ça incite à se bouger un peu plus. À l'intérieur donc de ce plan-là, je vais pas tout citer ce qui est écrit là, mais vous pouvez lire comme moi. Mais sinon, dans les grandes sections, on a le portrait du territoire, le bilan de la gestion actuelle des matières résiduelles, les objectifs, les cibles. On a aussi les mesures et actions prévues, le plan de mise en œuvre et aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation. Et une fois que ça a été mis en place, on a des consultations publiques et il y a aussi des inspections qui sont faites avec des grilles de conformité pour standardiser ça, pour s'assurer que ça tient la route un peu partout. Qui paie pour les plans de gestion des matières résiduelles? Les industries, les commerces, les institutions, le secteur de la construction, de la rénovation, de la démolition sont responsables de leur matière qu'ils génèrent. En s'alignant avec le plan de gestion des matières résiduelles des municipalités régionales de comté. On n'a pas vraiment parlé du gisement dans le séminaire du secteur construction, rénovation, démolition. C'est quand même un gros morceau aussi. Tout le bois qu'on envoie à l'enfouissement, c'est fou. En tout cas, chez nous, c'est fou. Donc, on travaille là-dessus aussi pour resserrer la valorisation de ce gisement-là. Aussi, au niveau financier, donc, il y a les municipalités régionales de comté qui collectent via la taxation municipale. Et il y a aussi les redevances sur les matières résiduelles. Je vais en parler un peu plus loin dans ma présentation parce que c'est un gros morceau aussi. Après ça, au niveau toujours financier, le ministère de l'Environnement qui offre du financement, des subventions. On a aussi Recyc Québec, qui est dans le fait un organisme gouvernemental qui a un peu des missions un peu spéciales pour les projets pilotes et la modernisation des infrastructures. Ils offrent aussi du soutien technique et financier aux municipalités. Et enfin, on a les éco-frais que vous connaissez sans doute déjà sur certains produits, la peinture, les batteries, qui incitent les citoyens à ramener ces produits-là aux bonnes places, au lieu que ça finisse dans les lieux d'enfouissement. Inspection et sanctions.
Si les municipalités régionales de comté ne sont pas conformes, ben, il peut y avoir des avis de non-conformité qui sont soumis. Et il y a aussi des sanctions administratives pécuniaires s'il y a non-respect du plan de gestion des matières résiduelles. J'ai parlé tout à l'heure, ben, déjà jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être plus interactif. Bon, on verra à la fin. Jean-Pierre? À la fin. OK. Donc, redevance pour l'élimination de matières résiduelles. Là, on parle d'enfouissement de ce qu'on appelle les déchets ultimes. Donc, il y a un prix de base. Ben là, ici, je parle en dollars canadiens, hein, mais c'est environ 9 000 à 11 500 francs la tonne, le prix de base. Et là-dessus, on ajoute une redevance qui est évaluée à travers le temps, comme vous pouvez voir sur ma slide. En ce moment, le prix, la redevance supplémentaire sur le prix de base est d'environ 2 600 francs la tonne. Et cet argent-là, elle sert à financer la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, mais aussi la stratégie de valorisation des matières organiques. Et il y a aussi une redistribution qui est faite aux municipalités. Et pour être éligible à ces sous-là, il faut offrir un service de collecte aux citoyens. Donc, sachant qu'ils sont obligés légalement d'offrir un service de collecte, ils ont tout intérêt à se dépêcher de mettre ça en place pour avoir droit de obtenir des sous de la redevance sur l'élimination des matières résiduelles. Sinon, ben, ça sert aussi à financer le programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage. Et ça tombe bien parce que j'enchaîne avec ça. Oui. Avec ton aide, bien sûr. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2009. Ça a permis de financer plus de 40 projets. Ça permet de soutenir financièrement les acteurs dans la mise en place et l'agrandissement des infrastructures de biomètre et compostage. Malheureusement, ça ne soutient pas le secteur insectes encore. On travaille fort là-dessus. Ça permet aussi l'achat d'équipements de collecte des résidus alimentaires et de résidus verts. Un autre dispositif levier important, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué ici, mais c'était les sites d'injection en biogaz dans le réseau gazier. Donc, pour 2020, la cible, c'était 1% de biogaz renouvelable versus tout le reste, le gaz naturel fossile, qui vient surtout de l'Ouest canadien, malheureusement. Et la cible pour 2030, c'est de 10%. Donc, ce que ça permet en ayant ces sites d'injection-là, c'est que ça stabilise le marché et ça sécurise les investisseurs aussi à investir dans des usines de biomètre. Donc, voilà. Et si, en cas de non-respect de ces sites d'injection, ben encore là, il va y avoir des sanctions pécuniaires pour les grands distributeurs. Ah oui, puis ça permet aussi de motiver justement les grands distributeurs à ramifier leur réseau de distribution pour aussi se raccorder aux usines de biométhanisation. Enfin, valorisation du compost, des frasques et des digestats. Je pense qu'ici, je ne vous apprends rien, c'est vous les spécialistes. Hein? On en a tellement parlé cette semaine. Dans le cas du Québec, donc il y a un guide de matière, un guide des matières résiduelles fertilisantes. Il y a une classification, notamment la classification CPOE, pour contaminants, pathogènes, odeurs et corps étrangers. Et donc ça permet ensuite, en fonction du résultat CPOE, de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, où on peut le mettre et où on ne peut pas le mettre. Parce que chez nous aussi, ben, les contaminants dans les composts et les digestats, c'est aussi un enjeu. Dernièrement, on a eu des scandales de contaminants émergents, notamment les PFAS. Donc, c'est très mauvais pour l'image de nos extrants. Donc, il faut y penser d'avance. Il y a évidemment, ben, pour inciter à la valorisation, il y a plein de projets de recherche qui sont en cours, des tests de croissance des plantes. Généralement, pour la distribution de ces extrants-là, c'est à bas prix, voire presque gratuit.
aux agriculteurs. Et il y a des subventions du gouvernement pour encourager les bonnes pratiques à la ferme, notamment le compostage à la ferme des déchets organiques des producteurs. Donc, au niveau des défis rencontrés, j'ai parlé de l'adhésion des municipalités tout à l'heure. Donc, le fait d'utiliser la redistribution des redevances, c'était nécessaire. Comme j'ai dit, donc, les municipalités doivent offrir un service de collecte aux citoyens pour récupérer les sous derrière. Les grandes villes ont tardé, donc c'est quand même le challenge, la collecte dans les multilogements, qui est quand même un défi. Donc, elles ont tardé à s'installer. Pour les villages nordiques et éloignés, c'est aussi un challenge, comme vous pouvez le voir aussi dans les îles très éloignées. Les industries, commerces et institutions, c'est un défi pour les motiver. Parfois, ils ont des besoins spéciaux, notamment le désemballage des invendus alimentaires qui sont dans le styromousse, dans le plastique, etc. Donc, il y a des tests qui sont faits, notamment avec des broyeurs à marteau, autre chose, pour mécaniser le désemballage, mais ce n'est pas évident. Mais la réglementation est en train de se resserrer pour inciter davantage les industries, commerces et institutions à bouger plus vite. Un autre défi, c'était de financer tout ça, hein, ce n'est pas un secret. Et la biométhanisation aussi, il y a 15-20 ans, c'était une technologie qui était peu éprouvée. Les premières usines, elles ont fait des erreurs. Les deuxièmes ont appris des premiers, donc tout le monde va être premier à être deuxième. Mais bon, ça fait partie, je pense, du développement de n'importe quelle filière en création. Conclusion et perspective, c'est pas parfait, mais il y a eu des avancées significatives. Il faut continuer d'avancer. Vous avez vu quelques dispositifs, il y en a d'autres qu'il faut utiliser comme levier pour développer ce secteur-là. Et vous avez vu aussi l'importance de la réglementation. C'est sûr que ça peut paraître limitant, mais ça permet quand même de guider le bateau pour éviter l'iceberg au final, là. Donc, c'est important la réglementation, même si des fois ça nous fait chier. En tout cas. Ne pas oublier la sensibilisation de la population. C'est eux qui mettent les matières dans le bac. Donc, c'est super important. Il ne faut pas oublier ça. Expliquer pourquoi on fait les choses. J'ai vu un super beau projet que vous avez présenté cette semaine. Donc, vous avez plein de bonnes idées aussi. Donc, voilà. Je suis disponible pour travailler pour vous si vous avez des besoins, soit en télétravail, soit pour revenir ici à l'occasion. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites à distance. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est le moment des questions. J'ai proposé quelque chose. OK. C'est Seigneur. Non, moi, ce n'est pas proposer ou poser une question. C'est juste dire, aujourd'hui, avec le recul et avec tout ce qui se passe, voilà, s'appuyer sur ce qui s'est fait pour mieux commencer ou recommencer pour l'avenir. Comme tu dis, il y a des premiers, il y a des deuxièmes, mais les deuxièmes vont mieux faire que le premier. Merci. Merci à toi. Autre remarque ou question? Oui. Bonjour, donc je suis Benoît, le directeur du Sénécafé de Wama. On s'était vu hier au centre de tri. Sur l'organisation que tu as décrite sur la fraction fermentescible collectée en mélange dans les ordures ménagères, donc les habitants doivent mettre cette fraction fermentescible dans des sacs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ils trouvent ces sacs? Est-ce que ces sacs sont allés récupérer auprès de la commune ou auprès des commerçants? Est-ce que les commerçants doivent se fournir auprès d'un seul fournisseur? Parce que j'imagine qu'il y a un code couleur hyper important pour que le tri optique derrière puisse fonctionner. Et ensuite, à quoi ressemble l'usine? Combien de déchets, de tonnes elle traite, si tu le sais, par an au niveau de ce pré-tri qui est fait pour dissocier donc, la partie sac avec fermentescible et les autres sacs ou le vrac des déchets traditionnels qui doivent partir à l'incinération ou à l'enfouissement, je ne sais pas.
Et ensuite, sur la partie fermentescible, donc quelle est sa part? Et deuxièmement, quand elle arrive dans le centre de valorisation, elle rejoint très certainement une partie gestion des déchets verts, du broyat, pour ensuite donner un amendement organique. Et vers quelle destination agricole par cette valorisation? Oui, dans le cadre de la présentation, on avait une vision un peu macro. Là, hier, on a parlé des sacs plastiques. C'est moi qui fais du bruit comme ça. Pour les sacs plastiques, c'est spécifique pour le moment à la Ville de Québec. Ce n'est pas le cas à travers toutes les municipalités régionales de comté de la province de Québec. Donc, la Ville de Québec a fait ce choix pour déjà simplifier au niveau du multilogement. Donc, pour résumer le mécanisme pour la Ville de Québec, parce qu'on parle de sac, c'est qu'on a un sac de couleur mauve, qui est, bon, c'est un sac conventionnel, hein, il est quand même assez épais, assez résistant. Les citoyens, donc, à la maison, ont un petit bac de collecte dans la cuisine. Ils mettent leurs déchets dans le sac mauve. Quand le sac est plein, ils le ferment et ils le mettent dans la poubelle conventionnelle avec les déchets ultimes. Le camion poubelle vient, apporte ça là-bas. À Québec, c'est un incinérateur. Et on a des convoyeurs avec des tris optiques qui viennent envoyer un jet d'air qui va séparer le sac mauve des autres déchets ultimes. Donc, il va reconnaître la couleur, envoie le sac sur un autre convoyeur. Et ensuite, on a une grosse machine qui vient éventrer le sac mauve. Et après, on a un genre de crépine qui vient séparer la matière organique du sac et des autres contaminants, parce qu'il y a des gens aussi qui font n'importe quoi. Donc, on enlève les indésirables, c'est-à-dire l'inorganique, fermentescible. Et après, donc comme on est annexé à un incinérateur, on va préchauffer cette matière organique-là, qui ensuite est envoyée vers des cuves de biométhanisation. Sans aller trop dans le technique, après on a le digestat, qui est ensuite valorisé sur les terres agricoles. Ça, c'est le cas de la Ville de Québec. Ailleurs, généralement, dans les plus petites municipalités, c'est du compostage, où là, on a un bac brun, puis après, bon, on tombe dans la filière compostage que vous connaissez super bien aussi. Après, j'ai la vision macro pour la taille du gisement. Donc, je ne sais pas si tu avais des questions plus spécifiques à quel gisement, les bouts de steppe, les déchets verts, les... Non, rien de particulier. Je voulais savoir quel était le tonnage récupéré par ce flux fermentescible par rapport au tonnage qui va vers l'incinération. Et après, en second, par rapport à la filière fermentescible, quelle est la part des autres flux qui rejoignent la méthanisation, du coup, si j'ai bien compris, de cette partie-là. Ouais. Donc, du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de déchets verts pour que ça méthanise. Donc, ce sont plutôt des flux industriels ou... Donc, les déchets verts, il y a une collecte. En fait, les déchets verts, c'est surtout au Québec, c'est surtout les feuilles à l'automne. Donc, les feuilles, c'est une collecte indépendante qui est faite à l'automne. Et après, pour les branches, les gens les apportent dans les écocentres et c'est broyé. Donc, feuilles et branches, c'est envoyé plus dans les centres de compostage comme structurant pour le compostage. Après, ici, j'ai plus les résultats des taux de recyclage global des matières organiques du secteur municipal pour les industries, commerces, institutions. Mais pour la Ville de Québec en soi, je peux te revenir avec l'information. Je n'ai pas l'information de la répartition de qu'est-ce qui finit à l'incinérateur malgré tout. Mais je pense que le taux de participation des citoyens, là, ils ont accès à un service de collecte, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la collecte. Au début, on parlait de bannissement, d'enfouissement des matières organiques, mais on se rend compte il faut revenir à la réalité. Là. À moins qu'on en engage des policiers pour surveiller les poubelles, on n'est pas là. Mais le taux de participation, si je ne dis pas de bêtises, d'environ 55-60 %. Mais ça s'améliore avec les années parce que les gens, c'est du bouche à oreille. Hein, mais pourquoi tu t'envoies pas tes déchets organiques? Finalement, c'est presque une action collective. Mais pourquoi tu le fais pas? Tout le monde le fait. Et ça fait un effet ça fait boule de neige, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder ça à moyen terme, que les gens se motivent l'un l'autre après à le faire eux-mêmes.
Juste une dernière question. Du coup, le citoyen va au magasin acheter ses sacs poubelles traditionnels et les sacs mauves. Et est-ce qu'il y a une différence de tarification qui l'incite à aller vers le mauve? Dans le cas de la Ville de Québec, les sacs mauves sont distribués gratuitement. On les reçoit, tu arrives chez toi et c'est dans les escaliers, c'est sur le balcon. Des fois, il y en a trop. Moi, j'ai fait le choix de ne pas utiliser ce sac-là. Je fais du compostage individuel parce que j'aime pas l'idée d'avoir un sac plastique comme déchet en plus. Donc, je reçois des rouleaux que j'en ai pas besoin. Donc, on peut le rapporter au centre de distribution, mais qui le fait vraiment, je ne sais pas. Ouais. Merci. Il n'y a pas eu de possibilité de trouver des sacs plastiques biodégradables? Ça, c'est une bonne question. En fait, ça fait un peu les manchettes dans les journaux. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi on est allé vers un sac non biodégradable. En fait, des fois, les gens ils vont mettre leur matière dans le sac mauve, ils partent en vacances ou ils oublient. Donc, je pense qu'ils voulaient éviter que les gens se retrouvent avec un sac biodégradé, avec un dégât de matière organique au sol ou ailleurs. Donc, ils ont été plus vers le sac conventionnel non biodégradable. Mais je trouve ça dommage. Ouais. Je pense que ça serait améliorer les sacs. Merci. Une dernière question? Moi, j'en ai une dernière question. Tout à l'heure, tu parlais de la valorisation des carcasses entières avec les insectes. Qu'a priori, vous avez des infrastructures qui commencent à être de plus en plus grandes. Ça consiste en quoi, cette valorisation? Et quel est le produit? Comment il est utilisé à l'issue de cette valorisation? Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, mais on parle de recherche expérimentale. Dans le fond, c'est un plan d'intervention en cas de crise sanitaire. Dans le fond, pour donner un ordre de grandeur, la plus grosse usine de bioconversion via des mouches soldats noirs au Québec a une capacité de 90 000 tonnes par année. Pour l'instant, ils se concentrent surtout sur des déchets végétals. Donc, ils ne sont pas allés dans le carnet, même si on en retrouve un petit peu de déchets de viande dans ce qu'ils récupèrent du secteur agroalimentaire, ou ils essaient d'éviter du moins. Mais donc, déjà pour la bioconversion par les insectes, c'est mieux d'avoir un broyage. Donc, on ne mettra pas de carcasse entière, on va les broyer, on va les conditionner. Le but, ce serait d'hygiéniser ces matières-là avant de les donner à nos insectes. Puis cette semaine, on en a parlé aussi au niveau législatif. Si on arrive au niveau législatif, il serait légal de faire la bioconversion par les insectes de produits d'origine animale, sauf qu'il faut faire une série de tests pour prouver que c'est sécuritaire de le faire. Donc, souvent, les gens, déjà, ils se lancent sur les substrats végétaux parce que c'est plus simple. Déjà créer leur filière et après peut-être diversifier au niveau des gisements. Je ne sais pas si ça répond à la question. Plaisir.